qui sont venus ici depuis 11 heures. Et la salle était à moitié vide. Je présente aussi les excuses aux collègues professeurs, assistants, chefs de travaux et étudiants qui étaient là depuis aussi 11 heures. Il est vrai que la journée d'aujourd'hui a été marquée par les aléas de la nature, la pluie, et nous avons enregistré dans la foulée jusqu'à présent 7 de nos membres qui sont arrêtés. À Tchangou, ils sont à 4. Au Rond-Point-Ngaba, ils sont à 2. Et tout à l'heure, on vient de me signaler à Victoire 2 autres. Donc, qui sont en train de prendre le bus pour venir ici, on les arrête. Je profite de cette occasion pour exiger la libération sans condition des mamans et jeunes qui sont injustement arrêtés. Alors, il y a des petites consignes à donner, s'il vous plaît, pour permettre la sérénité du débat. Je dis s'il vous plaît, je vous prie de mettre le téléphone en mode silencieux. Concrètement, voici comment la séance va se dérouler. Nous sommes dans une campagne de vulgarisation du projet Lamouka de réforme de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Le 12 mars, à Cepas, devant les confessions religieuses et les représentants des corps diplomatiques, la coalition Lamouka a présenté sa proposition de réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Après cette étape, le présidium de Lamouka a pensé qu'il faut partager le contenu de cette réforme avec
le monde universitaire. Chers collègues, chers étudiants, vous êtes la lumière, vous êtes la lampe torche qui éclaire la société. C'est pas pour rien que vous êtes à l'honneur pour suivre attentivement les innovations proposées par les présidents de la MOUCA en rapport avec la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. La séance d'aujourd'hui n'est qu'un début d'autres séances qui vont se poursuivre dans le cadre des réformes institutionnelles préconisées par la coalition de la MOUCA. Alors, on va procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, le Premier ministre honoraire, membre du Présidium, Adolphe Mozito, va prendre la parole. Le premier pour nous retracer le contexte dans lequel ces réformes sont effectuées. Ensuite, il va passer la parole au président élu, Martin Fayulu-Madidi. Qui va exposer le contenu, l'économie de la proposition de réforme de cette loi. Je tiens à préciser que nos compatriotes de la diaspora qui nous suivent en direct, ils ont droit à poser des questions. Nous avons défini les mécanismes et quand viendra le moment de jeu de questions et de réponses, nous allons sélectionner les questions qui nous viendront de la diaspora et chaque membre du présidium va y répondre. Voilà, chers collègues, chers étudiants, distingués invités, l'élite de la RDC, je vais passer directement la parole au Premier ministre honoraire, M. Adolphe Mozito, pour nous retracer le contexte de la journée d'aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci. Chers camarades, chers professeurs de l'université, chefs de travaux et assistants, et tout le public ici présent, je vous remercie d'avoir répondu nombreux à cette activité en dépit, comme l'a dit le modérateur, des intempéries qui arrivent chez nous quand il y a beaucoup de problèmes de transport. Mais vous vous êtes efforcés et voilà que vous êtes là. Merci encore. De temps en temps, na okota na lingala, parce que à travers vous, na zankoloba na population, peuple mobimba ayoka biso. Parce que nous sommes tous les alliés pour la bokonzi na ye. Le coordonnateur, président élu, a exposé contenu à la réforme, point par point dans les guerres. Mais ça dit notamment pour Bisoto Yanola. Ngai na Botia, c'était l'histoire de la CENI. Pour Toyiba, pour la ligne, tout ça pour la réforme et ça. Il y a des bossons et bonito que CENI ou de CENI à sa création, les aïe la CENI à sa création c'était CEI. On a créé la CEI en 2005 pour la élection 2006. Awa, Togo Lukatoiba, la création.
Les alaki boni configuration à CENI, alaki boni. En 2010, ça les réformes pour préparer l'élection c'est-à-dire 2011. En 2013, ça les réformes pour les élections à venir, en principe 2016, qu'est-ce qui a présidé Esaïe Kotinda Bakonziou, dans le temps où on a législateur? Dès que nous avons remarqué, le législateur dans le Parlement, nous avons mon béco, il y a un parti politique, n'a pas parti politique, majorité, souvent vision la constat là, comme il a parlement pour l'endossement en dépit de quelques débats techniques. Il y a un outil sur la cadre paritaire et en dehors des institutions, quitte à ce que les institutions puissent endosser. On reviendra là-dessus. Donc, pour l'année, il a eu ça la révision. Et puis, pour l'année, il a avant révision, en 2005, les Araki Bongo. Pétolo, les Araki Ndengeni. Mini la révision, c'était pour améliorer, plus ou moins. Mais nous allons voir qu'au lieu de l'amélioration, on a fait que politiser la CENI. Dans le pays de vieille démocratie, et nous c'est ça dans la CENI, surtout la partie indépendante soit-elle, ce qui déjà n'est pas le cas, ils ont toujours organisé, géré par l'administration publique à travers le ministre de l'Intérieur ou les ministères de l'Intérieur. Va fonctionner au bazar, les élections. Mais bis on a dit dans la rébellion, on a dit Toumba, on a dit bon, comme beaucoup d'Africains d'ailleurs, à l'ouest, on a dit tout ça, la CENI. Le gars là, Bakonzi Baouti, il a dit pas, il va faire pour Ganaté, puis il va faire du gouvernement. Le gars la paix administration, avec ses affaires, on dit tout ça, les lots, ça va tout dire. Il y a un salaire qui CI, la Tangoana. Configuration là, qui bon, ça pour insister pour leur permettre le coordonnateur d'expliquer nos contenus. Il faut voir la philosophie à évolution. Banzu CENI en haut, 21 membres, tous venant des partis politiques. Sauf deux qui étaient adoptés, mais adoptés par les partis politiques aussi, sur l'influence des partis politiques. On avait sur les 21 membres qui constituaient la plénière, 8 membres qui constituaient les bureaux, plus les 13 autres qui s'ajoutaient à ce bureau pour créer la plénière. Les 8 membres, ils avaient 4 présidents, dont un président, les autres 3 sont des adjoints, 4 rapporteurs, dont un était rapporteur, les autres adjoints. On sont partis politiques représentés. On a dit soi-disant président Azaki Moutou, c'est Malouman à l'époque, Azaki Moutou, il y a CENI, en fait, plutôt il y a société civile, en fait il était parrainé par la société civile, mais tout le monde sait qu'il était de quelle obédience. Vice-président, premier vice-président, deuxième vice-président. Boyebi, Nengi Bakabola Kokonzi, Alaki, PPRD, MLC, RCD, Nabao Vanoussous. Donc 8 membres libéraux auxquels on a ajouté 13, dont 12 Baoutaki n'a pas composante, adoptés toujours par les partis politiques à travers les institutions d'alors, les institutions de transition. Deuxième élément, CENI en haut, bien qu'ils aient la plénière qu'on appelle en fait espèce de deuxième organe pour le Parlement pour voir les contrôles des décisions et des sanctions sur le bureau qui est l'exécutif. Malheureusement, les bureaux qui étaient exécutifs étaient l'instance qui présidait, le président Dibolo Azaki pour présider plénière. Donc il était jugé parti. Donc il dit qu'on va venir dans le Parlement ligné sans dire au gouvernement, ce que j'appelle plénière. Le chef du gouvernement préside le bureau ou la plénière du Parlement. Donc c'était déjà débat. Deuxièmement, la CENI, la commission au CENI en 2011, avant en 2011, en 2010, ça dit réforme. Cette réforme-là était encore plus troublante parce qu'il supprimait plénière et le Tikaka, avec 7 membres. Cette fois-là, tous étaient venant des partis politiques, représentant les intérêts partisans des partis politiques. C'est ce qui a fait que le président, qui sous son idée, membre de la PPRD. Parce qu'au président, il est mal,
qui est compté par la société civile, là, directement PPA. Bâti, Babis, MLC, la Palou, et ainsi de suite, donc des organisations partisanes. Et les Sikowana Bâti aussi sous plénière. On a saigné en 2000, pour l'élection en 2011, dirigée par Koïmou. Il n'y avait plus de plénière comme organe de surveillance, d'orientation, de surveillance, de contrôle et de sanctions. J'insiste sur la notion sanction. La même question qui pourrait être Makamou, avant de publier, avant de décider, il faut plénière et sanctionnaire. Il y a un coïncidence la vidéo pour justifier la réforme dont le président donnera le contenu. Pour les en 2011 et en 2013, en perspective des élections de 2016 qui seront organisées en 2018, ici plénière, mais Batikali Bureau toujours membre de ma parti politique. Plénière est constituée par, plénière constituée par 7 membres, dont 5 comités, parce que venant de parti politique, et 2 de la société civile. Donc c'était toujours une série partisane, sans pouvoir de contrôle et de sanctions, parce que cette plénière-là, dans les dispositifs de la loi, telle que révisée, était toujours présidée, la plénière, par le chef du bureau qui était le président du bureau. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a un pouvoir très centralisé et relevé de 2 présidents et vice-présidents. En opération de sélection pré-électorale, électorale, post-électorale. C'est toujours le président qui n'a aucun organe de contrôle au-dessus de lui parce que la plénière d'alors, en 2018, n'avait pas de prérogative de décision pour sanctionner les décisions et puis le travail pété. Et ça a fait que le bureau est constitué des hommes politiques. Deuxièmement, le plénière est présidé par un étudiant président qui est un coordonnateur en cause rotatif, mais avec le pouvoir de contrôle, il y a le salaire ou le bureau de salaire. Cette coordination, c'est là, tout le monde qui comme le président va voler. Donc, notre objectif, c'est 1, dépolitiser la CENI, 2, la rendre indépendante, 3, la rendre crédible et la rendre neutre. Voilà la préoccupation de réforme que nous proposons aux forces vives de la nation. Je vous remercie. Voilà, chers frères et sœurs, messieurs, mesdames les professeurs, messieurs, mesdames les étudiantes, je suis très content que vous soyez nombreux et cela prouve que vous vous intéressez à votre pays. Notre pays connaît une situation extrêmement difficile. Et si nous ne faisons pas attention, le pays va exploser. Et le pays va exploser à cause des politiques, des politiciens et politiciennes veuleuses qui ne pensent qu'à eux ou à elles. Vous, étudiants, professeurs, élite du pays, vous devez vous révolter de cette situation. Nous devons nous révolter. Tout citoyen conscient, sérieux, ne peut pas accepter ce qui arrive dans notre pays. Nulle part au monde, on a vu des gens assister passivement à ce qui se passe dans notre pays. Donc, nous avons pris notre responsabilité ou nos responsabilités, nous, leaders de la MOCA. Vous savez que les élections se sont passées comme vous le savez. Voilà, on peut agrandir un peu, il faut agrandir dans les pics sont, là si on peut mettre à 110, 120, ça va aller. Vous voyez, la Constitution dit clairement que depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à quoi et souligner ça, à des crises politiques,
dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Depuis 1960. Mais 1960, moi, en Botanie, le loi a connu le troisième âge, Bissau. Depuis 60, est-ce qu'il n'y a pas de maturité? Et pour cela, le peuple congolais a décidé, voilà, en vue de mettre fin à cette chronique d'illégitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire. Les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu de mettre en place quoi? Ils ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir librement et souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Voilà ce que le peuple a décidé. Le peuple a décidé que désormais, après tout ce qui s'est passé, nous devons mettre en place une constitution. Il l'a fait en décembre 2005. Le peuple est parti au référendum. Pas dans une révision catastrophique ou dans une révision voulue comme on a fait le 11 janvier 2011, une révision de tricherie. Mais là, il y a une campagne. On a élaboré le projet de constitution et les gens sont partis partout pour expliquer au peuple qu'est-ce le contenu de cette constitution. Et nous sommes allés au référendum et le peuple au référendum a dit nous voulons cette constitution. On a voté. Et on a voté, mais les résultats nous ont replongé de nouveau dans la crise qu'on a déplorée depuis 1960. Résultats non crédibles, résultats non transparents, vérité des urnes oubliées. Vérité des urnes oubliées. Et ça, on a mis, malgré le fait qu'on ait mis en place une institution, le Premier ministre vient de vous expliquer comme on avait mis en place la CEI, la commission électorale. Et cette commission électorale, ça n'a pas fonctionné. Et la clé aujourd'hui, c'est la commission électorale. On l'a appelée commission électorale nationale indépendante. Commission nationale électorale indépendante. Indépendante. Mais ça n'a jamais été indépendant. Je vais vous dire la situation, troisième slide. Regardez la CENI. Vous allez voir le problème de la CENI. Le Premier ministre vous l'a dit. C'était dépolitisé à outrance. La dernière CENI, sur 13 membres, il y avait 10 politiciens. 10 politiciens sur 13. Et si vous comptez que le président est tout de suite acheté, quand il arrive, il est happé. Donc il y avait 11 politiciens, parce que Nanga, c'est un politicien, il n'était pas un indépendant. Donc, politiser... politisée est totalement dépendante. Pas de transparence, pas de redevabilité. Les messieurs, les dames de la CENI font des opérations. Ils engagent l'argent de l'État. Ils dépensent sans se soucier de rendre compte. Je fais ça parce que quelqu'un m'a demandé de faire ce que je dois faire et le peuple, je m'en moque. C'est ça la CENI.
il y aura élection. Et élection comme je veux, avec des listes frauduleuses. Qu'on nettoie les listes, qu'on nettoie les fichiers ou pas, je m'en fous, je vais faire des élections. Demander l'audit de la CENI, ce n'est pas mon problème, je suis président de la CENI. Donc il n'y a pas de recevabilité, pas de transparence. Troisièmement, pouvoir concentrer entre les mains de certaines personnes. Le président était le tout-puissant, le vice-président est le tout-puissant, les rapporteurs est le tout-puissant. Tout le pouvoir concentré entre les mains de ces personnes. Et le secrétaire exécutif national, concentration du pouvoir. Et j'ai décidé, tout le monde doit venir me voir et après j'ai dit quelque chose, j'ai dit Amen. Voilà la CENI aujourd'hui. Donc tout cela a conduit au quatrième problème, pas de crédibilité et pas de transparence. L'inclusion de la société civile, l'inclusion du peuple, pour que les gens amènent ce que le peuple veut. Il n'y a pas d'inclusion. Je vous ai dit 3 membres, en définitive 2, et ces 2-là, quand ils sont là, la première chose, comment moi aussi je peux jouer ma partition pour aussi avoir de l'argent, m'acheter moi aussi des maisons. Ce qui habite le Congolais, c'est que je veux prendre le pouvoir pour m'enrichir. Vous avez suivi que Mme Angela Merkel, première ministre de la plus grande puissance d'Europe, elle est première ministre, mais elle habite l'appartement qu'elle a habité depuis. Elle a des habits qu'elle avait depuis. Pourquoi chez nous, cela s'apparente à la richesse? 6e problème. Les attributions des responsabilités, il n'y a pas de clarté. Qui fait quoi? Le président fait tout. Il décide de tout. Il change tout. Et le dernier groupe de problèmes, c'est que ce président qui fait tout, ces membres qui font tout sont impunis. Ils sont impunis, il n'y a rien. Comment voulez-vous que ces gens-là qui ont dépensé près d'1 milliard de dollars, où tout le monde dit qu'on a volé l'argent, on a volé l'argent, tout le monde, mais ils sont là, pas l'audit, ils vont pas en prison. Mais ces gens-là de la CENI, qui dans le milieu privé aujourd'hui disent qu'ils ont fabriqué les résultats, et tout le monde le sait, pas d'impunité. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce que nous sommes dans la jungle? Donc, nous avons dit, n'étant pas dans la jungle, il faut réformer la CENI. La vraie réforme, ce n'est pas ce qu'on appelle en français le saupoudrage. Vous prenez quelques articles, très rapidement, vous voulez, vous appelez ça réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Non, nous allons des fonds en comble. Et cette réforme, on peut passer au slide suivant. Bon, oui. Alors, cette réforme s'articule autour des idées suivantes. Vous avez 3 catégories. La première catégorie, c'est structurelle. Nous voulons dépolitiser la CENI. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas, le Premier ministre en a parlé. Dépolitiser la CENI. Nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Aujourd'hui, vous avez été élire quelqu'un et vous voyez la tendance. Il faut que la vérité des urnes, ça qu'on appelle la vérité des urnes, il faut que la vérité des urnes triomphe. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. Vous avez vu aux États-Unis,
M. Trump, le président Trump, il a nommé des membres à la Cour suprême qui est, comment dire, le pendant pour de notre Cour constitutionnelle ici. Mais quand cette Cour devait décider pour savoir ce que le président a demandé, si c'était valable quand il contestait les résultats des élections, la Cour, qui avait 6 membres républicains contre 3 démocrates, en âme et conscience, les membres de la Cour ont dit que non, Trump, sa demande ne pouvait pas passer. Est-ce qu'ici ça pouvait passer? Non. Ça pouvait se faire dans ce sens? Comment voulez-vous qu'un président de la Cour constitutionnelle obéisse totalement à un politicien qui est là? On dit que l'institution est indépendante, que ses arrêts ne peuvent pas être contestés. Et ce monsieur ou cette dame est dirigé par un politique. Non, il faut arrêter ça. Nous voulons qu'on proclame les résultats, et je le dis, qui reflètent réellement la vérité des urnes. Nous voulons déconcentrer les pouvoirs du secrétaire exécutif national actuel. Il a trop de pouvoirs. Il faut partager les pouvoirs, et c'est ce que nous appelons fonctionnalisation, on y reviendra. Et nous voulons réaffirmer les principes d'autonomie administrative et financière de la CENI. C'est comme les chiens de Pavlov. Vous faites souffrir les gens, vous ne donnez pas de l'argent, et puis après, quand il y a un peu d'argent, vous dites, bon, mais voilà, on va vous donner de l'argent à condition que vous fassiez ceci et cela. Non. Nous voulons rendre effectif l'audit de la CENI. Il faut qu'il y ait un contrôle. On peut passer au slide. Il faut qu'il y ait un contrôle. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent du contribuable et sans se justifier. C'est impossible. Donc nous voulons l'audit effectif et que les gens sachent que demain, l'argent que je suis en train d'utiliser, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent du peuple congolais, c'est le peuple congolais qui paye les impôts. On vous a dit ici que c'est l'État congolais qui a financé les élections. Mais l'État congolais, l'argent vient d'où? Pas de vous. Et maintenant, deuxième catégorie de réformes, c'est au niveau des attributions. Donc nous voulons renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Avant la CENI, comme on a dit tout à l'heure, dirigée par la même personne que le bureau. Et il n'y a pas de contrôle. Donc aujourd'hui, il y a une plénière. Il y a les membres du bureau qui montent, il y a d'autres qui s'ajoutent à eux, ils forment la plénière, et ces autres-là qui supervisent la plénière. Et donc aussi, nous voulons redéfinir les attributions des organes de la CENI, notamment le secrétariat exécutif national, déconcentrer les pouvoirs pour les rendre beaucoup plus effectifs et plus efficaces. Répartir clairement les attributions de chaque membre du bureau. Donc, il est nullement question que le président, le Tout-Puissant, vienne me dicter ce qu'il veut aux autres. Je fais mon travail. Si je ne le fais pas bien, vous me changez. Mais si je le fais, je dois défendre ce travail. Vous me dites de faire autre chose que ce que je dois faire. Je vous dis non, monsieur, madame, vous êtes le chef. Et dites-moi ou signez-moi ces papiers pour dire que c'est moi qui vous ai obligé de faire ça. Mais en âme et conscience, je ne peux pas le faire parce que la procédure dit que ce que moi j'ai fait, c'est exactement ce que je dois faire. Troisième catégorie, nous avons les animateurs et les ressources humaines. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent à la CENI. Donc nous devons sélectionner les membres de la CENI sur base de leurs compétences et non sur base de leur appartenance familiale, clanique ou corporation. Non. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie.
C'est une institution congolaise où tout Congolais qui se sent capable doit pouvoir demander à être intégré. Et si les compétences requises pour les jobs, le poste qu'il demande, s'il les a, ces compétences, on les sélectionne. Et s'ils sont nombreux à avoir des compétences, on prend le meilleur. Faire respecter la durée de mandat des membres de la CENI. Regardez, ils sont là. Aujourd'hui, je le vois se pavaner partout, et puis commencer à dire, il y a des gens, M. Nanga ne pouvait plus parler au nom de la CENI. Est-ce que c'est normal que M. Nanga commence aujourd'hui à donner des leçons aux gens? Quelqu'un qui est, s'il vous plaît, quelqu'un qui est sous sanction, en plus, sous sanction. Et aujourd'hui, il commence à dire que j'ai autorité sur la matière et je dois donner mon point de vue. Non, non, il doit partir. La CENI a des spécialistes. Il y a des animateurs. Dans toute société, quand la personne qui est à la tête s'en va, la société doit s'organiser de telle sorte que le travail continue. Le président Magufuli, paix à son âme, vient de partir. Mais la Tanzanie, tout de suite, il y a une vice-présidente qui va assurer l'intérim jusqu'à la fin de son mandat. Quel est le problème? Il y a des gens à la CENI qui peuvent travailler. Le bureau exécutif national qui est là pouvait continuer les opérations et mettre tous ces politiciens dehors. Et troisièmement, il faudra garantir le droit et la sécurité sociale au personnel de la CENI. Aujourd'hui, l'argent vient pour payer les agents. Non, cet argent est détourné pour aller corrompre les politiques. Cet argent est détourné pour faire des activités personnelles. Pas normal. Il faut garantir la liberté syndicale. Chacun a le droit de se défendre s'il trouve que sa condition n'est pas celle qui devait être, et la personne a les droits de revendiquer. Donc, on peut se syndiquer pour dire non à la maltraitance. Élargir la gestion de la CENI à d'autres structures de la société civile. Il y a eu beaucoup de questions, et vous allez poser des questions. D'autres structures de la société civile, parce que les gens disent, ah oui, même les églises sont affiliées, même la société civile, oui. Mais la vigilance de la population doit faire que ces gens doivent avoir peur. Le peuple doit contrôler. Si nous mettons les églises, comme vous allez voir tout à l'heure, et que vous demandez aux églises, aux représentants des églises, à ces délégués, d'être redevables à vous, de vous rendre compte, et vous surveillez, moindre faux pas, vous dites non. Et je crois qu'ils ne sont pas, comment dire, inconscients pour ne pas se comporter correctement. Je crois que là, ils doivent relever le défi. On a crié que c'était des politiques. Maintenant, on vous met, vous le père spirituel, vos délégués, et vous devez les surveiller. Et je crois qu'on va se contrôler chacun et en dernier lieu, mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoral. J'en ai parlé. Vous prenez l'argent de l'État et vous les dépensez comme vous voulez. Vous devez rendre compte, elle est en prison. Vous avez les peuples qui est allé voter. Il a voté. Vous sortez autre chose. Et il y a des preuves qui montrent que les résultats que vous avez publiés ont été fabriqués. Vous allez en prison. On vous a dit... S'il vous plaît, on vous a dit, et tout le monde le sait aujourd'hui, que la CENI n'a jamais publié les résultats bureau par bureau. La CENI n'a jamais donné les résultats des circonscriptions. On vous a dit
que pendant que les gens étaient en train de compiler les résultats, surtout des résultats des élections législatives provinciales, ici la CENI donnait les résultats. C'est venu tout. Et tout le monde le sait. Et ces gens de la CENI eux-mêmes, aujourd'hui, disent clairement qu'on nous a forcés. Mes chers amis, comment ils sont encore en liberté? Les mal qu'ils ont causés. Vous savez, c'est mal. Regardez les pays là où ils se trouvent aujourd'hui. C'est pour cela, chers amis universitaires, nous proposons un système très simple. Vous le voyez au tableau là-bas, nous voulons une CENI fonctionnelle, une CENI dépolitisée. Vous avez un bureau composé de 8 délégués qui sont désignés par les confessions religieuses, et vous avez 8 autres délégués de forces sociales. Je vous dirai tout à l'heure d'où ils viendront. Et puis vous avez un rapporteur. Un rapporteur, pourquoi le rapporteur de la CENI doit être politique? Non, un rapporteur recruté sur concours. On va dire qu'on cherche un rapporteur, tous les Congolais, toutes les Congolaises qui se sentent capables et envoient leurs demandes, et puis on organise un concours. Les rapporteurs et son adjoint sont recrutés par concours. Ça c'est les bureaux. Ça c'est le bureau, le deuxième degré, le deuxième carré. Vous remontez au premier carré, c'est la plénière. Donc à ces bureaux, vous ajoutez 6 politiques, hommes et femmes, qui viennent de la part des politiciens, mais qui n'ont pas la gestion quotidienne, mais qui ont un rôle de surveillance. Ils regardent, ils contrôlent. Est-ce que ça se fait correctement? Si ça ne se fait pas correctement, ils posent des questions, et tout le monde, par le consensus, je vous le dis, je vous le conjure, si nous sommes sérieux, si nous disons tous, qu'est-ce que nous devons privilégier? La cohésion, l'avancement de notre pays, le pays en train de partir, le pays en train de partir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Tanganyika? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Ituri? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Nord Kivu? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sud de Kivu, à Minembwe, dans les contrées environnantes? On tue tous les jours à Beni, à Rutshuru, à Lubero, à Butembo, tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Et donc, il y a un sursaut. S'il vous plaît, il y a un sursaut. Je dirais même d'orgueil, qui doit nous habiter pour qu'on se dise non, trop c'est trop. Nous contemporains, on va abandonner notre pays, de Lumumba, les Kassavou et autres ont tout fait pour avoir l'indépendance de ce pays. Le Simon Kimbangu dont nous sommes en train de célébrer le centenaire. Donc, il y a un sursaut d'orgueil qui doit nous habiter pour qu'on se dise mettons ce qui nous divise de côté. Faisons en sorte qu'il y ait cohésion nationale. Et pour qu'il y ait cohésion nationale, les gens doivent regarder dans la même direction. Et pour regarder dans la même direction, nous devons avoir des textes. Le premier texte, c'est la Constitution, nous l'avons. Et puis des lois qui viennent après. Et nous devons regarder tous dans la même direction. Et nous, si nous voulons vraiment que ce pays aille de l'avant, nous arriverons. Voilà la plénière.
réunions de la CNI, le bureau de la CNI, et après, vous avez le secrétariat que nous avons appelé le secrétariat technique national. C'est l'ancien secrétariat exécutif national que nous avons éclaté en trois. Vous avez le secrétariat national des traitements, où on va traiter, donc je ne rentre pas dans le détail, les informations, les données, et ça, ce secrétariat s'en occupe avec toutes ces directions. Vous avez le secrétariat national chargé des opérations, et déjà la CENI était organisée en 2005-2006 de cette façon. Il y avait un bureau qui s'appelait le BNO, Bureau national des opérations. Donc on va traiter là-bas, on déconcentre, et la personne qui est là, ou les personnes qui sont là, ils sont responsables des opérations, et enfin, on a gardé ce nom, secrétariat exécutif national, pour que l'administration et les reporting, les gens qui sont dans les antennes et ceux qui sont dans les provinces, reportent administrativement à ce secrétariat exécutif national, mais ils vont reporter aussi fonctionnellement aux autres directions. Et en plus de ça, sur la colonne de gauche, vous avez les commissions. Donc, nous devons travailler avec des commissions, parce que les commissions vont être beaucoup plus efficaces. Les travails en commission, et chaque commission est supervisée ou est dirigée par un membre du bureau qui est des confessions religieuses et secondé par un membre du bureau qui est des organisations de la société civile. Donc, je vous fais l'économie de ces commissions. On va vous remettre à la fin une petite brochure où vous avez tout ça, vous allez lire et relire pour comprendre exactement ce que nous voulons. Voilà. Voilà, je vais récapituler. Des délégués de la société civile, exclusivement. Comment? 8 confessions religieuses, et ils se sont définis eux-mêmes. Ce n'est pas nous, nous avons pris. Il y a 8 aujourd'hui, vous avez l'église catholique, vous avez l'église du Christ au Congo, ECC, vous avez l'église de Réveil, vous avez l'église kimbanguiste, vous avez l'armée du salut, la confession musulmane, et puis vous avez l'église orthodoxe et l'église indépendante. Chacun d'eux délègue un homme ou une femme capable, compétente pour le ou la représenter à la CNI. Très clair. Et ces gens-là qui sont là-bas sont contrôlés par nous. Et puis nous avons 5 organisations de la société civile qui sont honneur à la femme, c'est le mois de la femme. Les organisations de promotion de la femme envoient 2 délégués par l'organisation, pas 2 femmes seulement, mais déjà l'organisation de promotion de la femme envoie 2 délégués. Il y a des organisations d'éducation civique et électorale qui sont ici dans notre pays, qui font un travail merveilleux, et ces organisations qui connaissent la CNI. Et ces organisations envoient 2 délégués parce qu'ils sont techniciens. Les mouvements citoyens, nos jeunes gens qui ont contribué à l'évolution de la démocratie, leurs amis, je ne sais que Roselyne et Thérèse, ont perdu la vie pour demander la démocratie. Et je ne pourrais pas oublier mon fils,
Likoukoula, un garçon ingénieux, un garçon capable, courageux, qui a bravé des ordres illégaux, tué. Donc, il faut donner à ces jeunes gens-là qu'ils aillent à la CENI pour contrôler les autres. Donc, demande pour le mouvement citoyen. Nous avons les conseils supérieurs de la magistrature. Il faut qu'il y ait des gens qui regardent est-ce que c'est conformément à la loi, aux lois et règlements de la République, est-ce que c'est conformément à la Constitution, des actes qu'on va prendre là-bas. Donc un membre du Conseil supérieur de la magistrature et puis un membre du Conseil national de l'ordre des avocats. Vous pouvez dire, pourquoi pas les autres? Il y a d'autres organisations. Les organisations des droits de l'homme, il y en a beaucoup. Mais on est obligé de faire un arbitrage. Et pour nous, l'arbitrage était celui-là. Et donc la présidence, je répète, de ces bureaux est rotative. Entre seulement les 8 membres de confession religieuse. Rotative, vous allez dire, ah non, mais pourquoi rotative? Non, chaque 3 mois. Si vous vous organisez bien, vous faites bien le travail, parce que vous pouvez mourir demain. Si vous mourrez demain, vous dites que vous étiez là pour 6 ans. Si vous mourrez demain, vous dites que la CENI ne continue pas. Donc vous devez faire en sorte, voilà comment les gens sérieux travaillent. Les gens sérieux disent que quand je quitte mon bureau, je range le bureau. Ok? Je range le bureau, tout doit être rangé et je pars. Parce que vous ne savez pas si vous partez. Il n'y a que Dieu qui donne le souffle de vie. Nous sommes tous allés au lit. Nous sommes tous allés au lit hier, mais il y a peu. Il n'y a pas peu, mais il y a d'autres qui sont partis, qui ont quitté les bureaux hier soir. Mais ce matin, ils n'ont pas les trouvé dans le bureau, ils ne trouveront pas dans le bureau. Donc, une présidence rotative pour pousser à la cohésion de ces bureaux et pour pousser à la transparence et pour pousser à ce que les gens travaillent correctement et construire les consensus entre eux. Et toujours dans la dépolitisation, les rapporteurs et son adjoint, je vous ai dit, sont recrutés sur l'appel à candidature et les questeurs et son adjoint. Et c'est là où tout le monde a dit quel parti va prendre la question, quel parti. Vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout le monde, c'est nihil. C'est pour cela, s'il vous plaît, c'est pour cela, des fois il faut applaudir les courageux. Je vous demande d'applaudir notre mon fils, c'est votre frère Ibengo Abeni qui vient de quitter la prison. Vous avez vu, vous avez suivi, s'il vous plaît. Vous avez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez vu Ibengo a chanté politicien. Comment? Politicien comment? On l'a jeté en prison. Il est resté un peu plus d'1 mois. Il est sorti. Depuis qu'il est sorti, il a composé 2 chansons. Ça, c'est un courage, c'est un exemple à suivre. Vous ne pouvez plus vous taire. Il a dit que pour mon pays, je ne le dirai jamais. Je termine en disant, nous allons fonctionnaliser les membres du bureau. Supervise chacun une des 8 commissions
Et chaque commission est présidée par un délégué des confessions religieuses, secondé par un délégué des forces sociales. Et ces commissions-là, le contrôle est assuré par les délégués politiques. Le secrétariat exécutif national est éclaté en 3. Secrétariat exécutif national, secrétariat national des opérations et puis secrétariat national des traitements. Voilà, chers amis, la nouveauté ou les nouveautés que nous avons introduites dans cette proposition de loi. Et à la fin, vous aurez, j'ai lu et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.